Ce soir à l'émission, une plateforme pour les proches aidants d'enfants. À l'âge de ses 18 ans, il devient complètement indépendant. Et un balado sur la santé psychologique en milieu agricole. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui écoutent des balados, fait qu'on trouvait ça vraiment intéressant d'en faire un pour les rejoindre. En entrevue, je reçois Dominique Bastenier, avec qui il sera question du yogaton du Centre d'entraide Racine Lavoie. C'est une belle façon, premièrement, de venir voir différentes techniques de yoga. Je m'entretiens également avec Fanny Roy à propos du déménagement de la Maison d'Ariane, un refuge pour femmes victimes de violences conjugales. Nous passerons de 9 chambres actuellement à 11 chambres pour accueillir 20 femmes et enfants. Enfin, Caroline Dionne fait le bilan de la saison de la grippe, la pire depuis 10 ans. Près de 4 650 cas de grippe ont été recensés au Québec dans la semaine qui se terminait le 15 février. Bienvenue à Accès local. Mardi 18 février 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. L'organisme L'Appui lance une toute nouvelle plateforme pour les parents proches aidants et vous avez décidé de nous parler de cette nouveauté aujourd'hui. Oui, Claude, L'Appui qui a pour mission d'accompagner les personnes proches aidantes dans leur parcours. Selon une étude de l'organisme menée en 2022, 2,4 millions de Québécois accompagnent un proche dans la maladie, ce qui équivaut à un tiers de la population de la province. Et ce ne sont toutefois que 35% des personnes proches aidantes qui se considèrent comme telles. C'est une plateforme qui cible une catégorie particulière de proches aidants. Oui, c'est un site Internet pour les parents qui s'occupent de leurs enfants à besoins particuliers. Des 2,4 millions de proches aidants au Québec, ce sont 8% qui sont des parents aidants. La plateforme qui a été lancée le 13 février dernier s'appelle 418 et touche l'entièreté de la province. Elle a comme objectif de mieux outiller les parents proches aidants dans le passage de l'âge adulte de leur enfant. Et comment s'est née cette nouvelle plateforme? Au cœur du projet, ce sont les familles et les parents d'enfants à besoins particuliers qui ont communiqué leurs besoins justement à l'approche d'une période qui peut être compliquée sur le plan administratif. Stéphanie Charette, qui est directrice des communications et des relations publiques à l'Appui, nous parle des histoires de familles qui ont inspiré l'organisme dans ce processus. On se souvient là, de Guylaine Gay qui a un enfant à besoin particulier puis qui était venue à notre balado puis elle nous le disait. Elle dit, moi, là, je peux m'occuper de mon garçon Clovis, etc. Mais quand vient le temps de la 12e lettre que je reçois à remplir, etc., là, j'ai de la misère à voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et fait que ça nous est resté pendant longtemps. Guylaine Gay, donc, qui est animatrice et comédienne très impliquée dans la cause des enfants à besoins particuliers et dans la région des Basses-Laurentides aussi. Sur la plateforme Cap18, on retrouve plusieurs histoires de familles qui sont passées par là. Le travail de M. Boris Maillé-Saint-Onge est aussi souligné. M. Maillé-Saint-Onge est le papa de Juliette, une jeune femme à besoins particuliers qui a amassé beaucoup de documentation sur cette fameuse transition des 18 ans. C'est à partir de ce travail-là que l'Appui a pu baser son travail pour lancer cette nouvelle plateforme Cap18, donc. Et qu'est-ce qu'il a de si particulier, de si compliqué ce passage vers l'âge adulte? C'est qu'à partir de 18 ans, un enfant à besoins particuliers est considéré comme autonome par la loi, ce qui n'est pas toujours le cas. Et si une préparation n'a pas été faite au préalable par les parents, l'enfant peut se retrouver dans certaines impasses. On écoute à ce sujet Mme Charette. Quand l'enfant a 17 ans et 350 jours, le parent a tous les droits. Donc, il peut, par exemple, remplir les informations sur les sites web, ouvrir un compte de banque, etc. Mais du jour au lendemain, à l'âge de ses 18 ans, il devient complètement indépendant. Donc, mais ces enfants-là ne le sont pas. Et quels sont les services qui sont offerts sur la plateforme? Cap18 propose 3 grands axes d'information, les démarches en ce qui a trait aux aspects financiers, aux aspects légaux, ainsi que tout ce qui a trait à la santé, aux services sociaux et communautaires. Le site Internet propose aussi un glossaire, des aides-mémoires, ainsi qu'une ligne du temps pour expliquer les mesures à mettre en place pour assurer une transition en douceur vers l'âge adulte. Madame Charette nous explique quelques situations dans lesquelles la plateforme peut aider. Est-ce qu'il faut penser à une tutelle? Est-ce qu'il faut penser au testament? Est-ce qu'il faut penser au droit de vote? Est-ce que mon enfant va vouloir voter? Si oui, ça va être quoi les options? Et si on veut qu'il soit révoqué des listes électorales, comment on fait? Après ça, santé, consentement aux soins, professionnel de la santé. J'avais un pédiatre avant, il ne me suivra pas quand je vais devenir médecin.
Voilà, Claude, l'objectif, c'est vraiment de mettre toute l'information au même endroit pour les parents aidants. La plateforme propose aussi aux parents de se connecter avec d'autres familles vivant les mêmes enjeux. Il y a aussi toujours la possibilité sur le site Internet de l'appui de trouver des ressources locales pour tous les types, en fait, de proches aidants. Sur ce, je laisse le mot de la fin à Mme Charette. On espérait que ce site-là n'a pas besoin d'exister parce que ça serait supposé être pris en compte. Ces parents-là en ont déjà beaucoup sur les épaules, ils en ont déjà beaucoup de responsabilités. Déjà que leur quotidien n'est pas facile. Si en plus il faut qu'ils fassent ça, c'est vraiment, ça vient augmenter leurs tâches. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question d'agriculture, de résilience, tout ça dans un balado. À plus tard, Claude. Le mouvement Québec français des Laurentides et la Société nationale des Québécoises et Québécois Région des Laurentides invitent la population à la remise des prix d'excellence en français Gaston Miron, qui se tiendra le dimanche 23 mars à 13h30 à la salle Anthony Lessard. Cette matinée de poésie sera l'occasion d'entendre les textes des finalistes et des lauréats et d'assister à des performances musicales proposées par la porte-parole, auteure, slameuse, poétesse et championne nationale de slam poésie, Hélène Sylvain. Les billets sont disponibles dès maintenant au prix de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les 10 à 18 ans et ils sont gratuits pour les 9 ans et moins. Le colloque des actions aujourd'hui pour nourrir demain, organisé par le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, s'est tenu le 6 février dernier à Mirabel. Cet événement, issu de l'entente sectorielle de développement bioalimentaire des Laurentides, a rassemblé quelques 170 participants venus discuter de l'avenir de l'agriculture face aux défis climatiques. Les participants ont eu l'occasion d'assister à plusieurs conférences sur des sujets comme l'agriculture durable, la gestion des ressources en eau, les aides financières et l'accompagnement offert pour augmenter la résilience des entreprises. C'est sous le thème « Pour l'entraide, chaque posture compte » que se déroulera le Yogaton 2025 au profit du Centre d'entraide Racine Lavoie, un organisme qui œuvre depuis 1972 à réduire les inégalités sociales. Pour nous parler de cet événement qui en sera à sa toute première édition, le dimanche 6 avril, je reçois Dominique Bastonier, directrice de l'organisme. Bonsoir, Madame Bastonier. Bonsoir. Alors, vous invitez les gens à venir faire du yoga avec vous, mais c'est un événement qui est aussi une collecte de fonds. Quel en est le concept? En fait, le concept de Yogaton, c'est un 4 heures de yoga qui va être donné par 8 professeurs différents. Donc, il va y avoir différents types de yoga qui vont être proposés. Donc, c'est une belle façon, premièrement, de venir voir différentes techniques de yoga, voir des professeurs de la région qui offrent des cours de yoga. C'est sûr que ces professeurs-là sont là bénévolement. Oui. Donc, ça va être des pratiques de yoga d'une demi-heure chacune. On passe pas les 4 heures là quand on n'est pas obligé de passer. Mais on peut passer les 4 heures là. Personne n'est lié, les portes seront pas fermées. Donc, les gens peuvent venir et voir les différentes pratiques de yoga. Mais c'est en 4 heures. Donc, c'est un peu différent, évidemment, d'une course à pied où on court pendant 4 heures ou autre activité. Mais là, ça va être des 30 minutes de yoga. Donc, différentes techniques de yoga. Et il va y avoir aussi dans la salle des professeurs bénévoles pour superviser donc les gens qui vont être présents, les aider, etc. Bon, justement, pour qu'on sache à qui on a affaire, présentez-nous votre partenaire dans cette opération-là. Alors, notre partenaire dans ce yogaton est l'école de yoga pour tous, dont la professeure de cette école est Gaëlle Cosnoyou. C'est une professeure depuis de nombreuses années là, qui pratique le yoga dans la région. Elle a pratiqué, ses écoles ont été dans différents endroits sur le territoire. Elle enseigne même à des futurs professeurs de yoga et elle a déjà organisé un yogaton, je pense 5 ou 6. Oui, c'est ça, 5 ou 6 yogatons, dont un pour le camp notamment. Donc elle nous a proposé, en fait, c'est une école au coin de notre rue, donc une voisine de notre rue, puis qui nous a proposé comme entreprise de la région de s'impliquer et elle nous a choisi pour faire ce yogaton. Donc c'est pas une première pour elle, elle connaît le concept, elle l'a mis en place déjà. Donc c'était une belle opportunité aussi de collaborer avec elle. Puis je trouve que c'est une super belle initiative de sa part. Là. Absolument. Vous espérez attirer 80 participants, participantes. Ça s'adresse à qui exactement? En fait, ça s'adresse à tout le monde parce que le but, c'est premièrement d'initier les gens au yoga, en plus d'adhérer à une cause qui est la nôtre, mais ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Donc si on n'a jamais fait ça, on se fera pas mal. Là. On sera pas mal du tout. Le but, c'est
vraiment de montrer différentes techniques de yoga. Donc, il va y avoir là-dedans de la méditation aussi, différentes pratiques. Mais vraiment, ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde qui veulent venir peut-être voir c'est quoi le yoga. Souvent, on se dit, j'ai envie d'essayer, je suis pas sûre, m'inscrire à un cours. Là, ça donnerait l'occasion aux gens de voir différentes techniques, peut-être s'initier à une pratique qui correspond plus à leurs besoins. Donc, c'est peut-être une belle façon aussi d'apprivoiser le yoga et de regarder un peu qu'est-ce que c'est. Et de prendre connaissance de la mission du centre. En plus, donc, de faire d'une pierre deux coups, comme on dit, là, donc en même temps, de contribuer à une cause de notre région. Oui, voilà. Bon, l'objectif est de 15 000 $. Quels sont les moyens que vous prendrez pour l'atteindre, cet objectif-là? En fait, notre objectif de 15 000 $, évidemment, c'est l'inscription des gens à cette activité-là et également on cherche des partenaires qui seraient prêts à épauler cette initiative-là. Donc, on a tout un plan de commandite qu'on a mis en place. On a écrit à plusieurs partenaires de la région, entreprises qui seraient intéressés à se joindre à cet événement-là, à cette cause-là. La réponse est bonne. Il y a de la Caisse des Jardins déjà qui est partenaire de notre événement, la ville de Saint-Eustache aussi. Donc, on continue le processus. Les entreprises peuvent soit nous donner des montants financiers ou même par l'entremise de cadeaux qu'on pourra remettre aux participants ou aux VIP parce qu'on a un nombre limité de VIP. Donc, des gens, là, 6 VIP, là, 6 billets. Donc, il y a ces personnes-là, évidemment, quand c'est VIP, ils vont pouvoir bénéficier d'avantages plus importants. On les invite tous à s'inscrire, à vous commanditer. J'invite les gens à aller visiter votre site web pour vraiment prendre connaissance de votre mission, inscription et un coup rendu. Pourquoi pas faire un don? Oui, tout à fait, tout à fait. Dominique Bastenier, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Mais merci de m'avoir invité. Les responsables de services de garde éducatifs en milieu familial, affiliés à la Confédération des syndicats nationaux, ont adopté à 92 % l'entente de principe conclue avec le ministère de la Famille en décembre dernier. Cette entente prévoit une augmentation de 17,4 % sur 5 ans de l'allocation de base des RSGE. La nouvelle entente comporte aussi une clause de protection du pouvoir d'achat pour les années 2026, 2027 et 2028 et la bonification des différentes allocations versées au RSGE. Stéphanie Robillard-Sarganis, créatrice du blog et animatrice de l'émission Ma banlieue, a reçu le prix de bénévole de la culture à la 3e édition du Gala des prix Semeurs de culture. L'événement, organisé par le département des arts et de la culture de la ville de Saint-Eustache, avait lieu le 13 février dernier au cabaret-spectacle La Petite Église. Le blog Ma banlieue, créé en 2016, fait la promotion d'entreprises locales pour la consommation éco-responsable, la mode de seconde main, la nourriture végétarienne et les voyages. L'émission du même nom présente actuellement sa 3e saison sur les ondes de TVPL. Le Québec connaît sa pire saison de grippe depuis 10 ans. On va parler de tout ça avec Caroline Dionne. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Quel est le bilan des cas de grippe au Québec et dans les Laurentides? Eh bien, près de 4 650 cas de grippe ont été recensés au Québec dans la semaine qui se terminait le 15 février. Et c'est le nombre le plus élevé depuis la saison 2014-2015. À l'heure actuelle, dans la province, plus de 31 % des tests sont positifs à l'influenza A. Et ça, c'est un taux record depuis l'arrivée de la COVID-19. Dans les Laurentides, 195 cas ont été rapportés la semaine dernière, ce qui représente 34 % de positivité à l'influenza A. Au Québec, actuellement, 9 cas de grippe sur 10 sont attribuables au virus de l'influenza A, qui est beaucoup plus virulent que l'influenza B. L'influenza B, lui, va prendre de la force un petit peu plus tard dans la saison. Et qu'est-ce qui explique la hausse des cas cette année? Eh bien, on dit que la couverture vaccinale contre la grippe est trop faible en ce moment. C'est un peu une conséquence de la pandémie parce qu'il y a une fatigue vaccinale qui s'est installée chez les gens. Pourtant, on pourrait réduire la transmission du virus avec le vaccin parce que selon les données préliminaires au Québec, l'efficacité du vaccin contre la grippe est de plus de 50 %. C'est bon, ça, 50 %? Oui, c'est quand même bon parce qu'il y a des années où c'était à peu près autour de 20 %. Okay. Mais les gens se disent, pourquoi je me ferais vacciner contre la grippe? Dans le fond,
fond, l'objectif de la vaccination, c'est de réduire les risques de complications graves, les risques d'hospitalisation et de décès aussi chez les personnes vulnérables, même les jeunes, parce que les jeunes, c'est encore pire, ils sont encore moins enclins à se faire vacciner. Par ailleurs, le virus de l'influenza A est plus présent chez les enfants de 1 à 14 ans. On parle d'un taux de positivité de 50%. Donc, il circule beaucoup dans les écoles et là, les élèves le ramènent à la maison, infectent les familles et les grands-parents. Un autre facteur qui explique en partie le nombre de cas de grippe élevé, c'est l'augmentation des tests aussi. Donc, on teste plus, on est capable d'identifier les différents virus, même les souches de grippe. Alors, c'est normal qu'on teste plus, on en trouve plus. En terminant, en passant, cette année, la saison de la grippe a commencé plus tard que d'habitude au Québec. Habituellement, c'est fin octobre, début novembre. Et puis là, ça a débuté à la mi-décembre. C'est pourquoi on a un pic de grippe en ce moment, en février. Et quels sont les symptômes là, qui confirment qu'on a une grippe plutôt qu'un rhume? Là? Oui, la grippe, on appelle ça aussi l'influenza. C'est une infection virale des voies respiratoires et c'est très intense. Hein? Ça se manifeste par beaucoup de fièvre, de la toux, des frissons, des douleurs musculaires. Il peut y avoir aussi des vomissements et de la diarrhée. C'est vraiment incapacitant. Ça peut entraîner aussi des complications graves, voire la mort dans de rares cas. Le virus se transmet d'une personne à une autre en inhalant des petites particules ou des gouttelettes d'air. On peut aussi attraper le virus en touchant des surfaces contaminées. Une personne qui est infectée par le virus de la grippe peut commencer à transmettre le virus 24 heures avant l'apparition des symptômes. Mais on ne sait pas qu'on a la grippe, mais on est contagieux. Et ça peut également, on reste contagieux jusqu'à 8 jours après quand même. Là. Donc, c'est une grande période. Et comment on se protège contre la grippe? Bien évidemment, la vaccination, c'est la meilleure façon de le faire. C'est offert gratuitement à toutes les personnes de 6 mois et plus. C'est recommandé pour les personnes de 75 ans et plus, les personnes de 6 mois et plus qui ont certaines maladies chroniques, les résidents de CHSLD et les femmes enceintes aussi. Alors, c'est fortement recommandé pour ces personnes-là. Et si on l'attrape, qu'est-ce qu'on fait pour se soigner? Eh bien, évidemment, on reste à la maison. On n'a pas tellement le goût de sortir quand on a la grippe, mais on se repose. On va s'hydrater. On peut prendre aussi des médicaments en vente libre pour soulager la toux, la fièvre, les douleurs musculaires. Les personnes qui sont à risque de complications graves, que j'ai nommées il n'y a pas longtemps, là, devraient absolument consulter un médecin. Là, si jamais vous avez des difficultés respiratoires, des douleurs au thorax, de la confusion, une respiration rapide ou des lèvres bleutées, c'est l'urgence. On se rend à l'urgence. Mais sinon, ça donne rien d'aller encombrer les urgences qui sont déjà très occupées à cette période-ci de l'année. En conclusion, Caroline? Bien, très rapidement, c'est jamais trop tard pour se faire vacciner contre la grippe. C'est gratuit. C'est pas agréable. La grippe, c'est un virus qui peut dégénérer aussi. Alors, profitons-en. Protégeons-nous individuellement et collectivement. Caroline Dionne, merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Au service des femmes et des enfants victimes de violences conjugales depuis 1985, la Maison d'Ariane emménagera bientôt dans de nouveaux espaces qui lui permettront de bonifier sa capacité d'accueil en refuge d'urgence. L'organisme prévoit aussi quelque part en 2026 ouvrir une maison dite de deuxième étape. J'en discute avec Fanny Roy, coordonnatrice générale de la Maison d'Ariane. Madame Roy, bonsoir. Bonsoir. Alors, je précise que vous desservez la MRC de la Rivière-du-Nord et le nord de la MRC de Mirabel. Vous accueillez des femmes qui sont seules ou avec leurs enfants, qui vivent un drame absolument épouvantable. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur offrir et comment ce déménagement va vous permettre de le faire dans de meilleures conditions? Bien, tout d'abord, vous dire que la Maison d'Ariane est une maison d'aide et d'hébergement, donc il y a tout un volet de services externes également qui sont offerts, qui sont souvent moins connus. Et la portion des services externes est dédiée aux femmes et aux enfants du territoire de la MRC de la Rivière-du-Nord et du nord de Mirabel. Toutefois, l'hébergement, il est ouvert pour toutes les femmes de toute provenance à travers le Québec et encore plus large. Donc, c'est important de le spécifier, que l'hébergement, il est ouvert, il dépasse en fait le territoire de desserte en fait de la Maison d'Ariane. Et puis, quant au déménagement prochain de notre source, bien, en fait, il était souhaité depuis plus de 10 ans, je vous dirais, ce déménagement. La maison actuelle, a vieilli, l'espace a manqué et surtout, la demande, en fait, était plus grande en termes de l'hébergement. Donc, nous passerons de 9 chambres actuellement à 11 chambres pour accueillir 20 femmes et enfants. 20 femmes et enfants que nous accueillons déjà, ceci dit.
mais qui va se répartir dans 9 chambres. Donc, on peut accueillir en tout 9 femmes à l'heure actuelle, alors que dans la prochaine maison, 11 femmes auront leur propre chambre. D'accord. La demande en services externes est aussi en hausse. Vous en avez brièvement parlé tout à l'heure. De quoi on parle exactement quand on parle de services externes? Oui, on parle en fait, ce qui est important de vraiment situer, c'est qu'une maison d'aide et d'hébergement, elle peut être présente dans la vie d'une femme qui est encore en relation avec le conjoint violent. Donc, au tout début de la prise de conscience de la femme, au moment où elle envisage en fait une éventuelle rupture ou a besoin de comprendre un peu les conséquences avec lesquelles elle vit dû à la violence qui est subie. Donc, on peut être présente pendant la relation, on peut être présente pendant la rupture, bien sûr, et en post-rupture. Donc, quand on parle des services que l'on offre pendant la relation, on est dans l'idée de services externes. Donc, une femme qui vient recevoir des services, mais qui n'a pas recours à l'hébergement. Idem pour ce qui peut être offert à la rupture et en post-rupture. L'hébergement, c'est vraiment aussi dédié pour des femmes et des enfants pour lesquels la sécurité serait grandement menacée. Oui. Alors que les services externes, parfois les femmes sont logées de façon sécuritaire. Elles ont besoin d'accompagnement dans leur démarche par la suite. Vous prévoyez aussi ouvrir une autre ressource qui s'appelle l'Avenue d'Ariane, oui. Qui sera une maison de 2e étape. Qu'est-ce que c'est ça? C'est intéressant que je puisse en parler puisque la maison actuelle offre un hébergement temporaire. Donc, on peut aller de 3 mois, 4 mois, peut-être 5 dans des situations plus complexes. Alors qu'une maison de 2e étape va permettre des espaces de vie privés aux femmes et leurs enfants et sur une période de 18 mois, voire 2 ans. Donc, on est vraiment dans une autre perspective. L'Avenue d'Ariane vient s'insérer dans le continuum de services de la maison d'Ariane. Donc, nécessairement, va s'adresser à des femmes en post-rupture. Oui. Tout ça, ça a des allures de bonnes nouvelles et c'en est, mais la situation est telle que vous devez parfois refuser des femmes. Ça doit être très, très déchirant. C'est quoi les options qui s'offrent à elles à ce moment-là? En fait, la maison d'Ariane est une parmi les 5 maisons d'aide et d'hébergement à travers les Laurentides. Il y a une bascule d'appel qui s'appelle SOS Violence Conjugale, qui permet à des femmes qui feraient appel à la maison d'Ariane et qui n'auraient pas de place, vu que considérant que la maison serait à pleine capacité, d'être référées vers d'autres maisons. Il y a des maisons qui peuvent accueillir, on pense à Terrebonne, on peut penser à Repentigny, on peut penser vraiment aux régions limitrophes aux Laurentides. On les redirige vers d'autres ressources. Vous faites aussi de la prévention. Vous allez à la rencontre des jeunes, à la lumière de ce qu'on apprend quant à la résurgence d'un certain masculinisme. Est-ce que ça devient plus compliqué pour vous à ce moment-là de faire de la prévention? Je pense qu'il y a encore beaucoup d'accueil. Puis, sitôt qu'on peut se présenter avec notre analyse, certes féministe, des rapports inégaux entre les hommes et les femmes, de prendre le temps d'être dans des groupes qui sont mixtes, le bout de chemin se fait tant par les femmes, les jeunes filles, les hommes, les jeunes garçons. Ça se fait, il faut avoir accès, il faut prendre le temps de créer le contact. Il y a vraiment des belles prises de conscience puis des changements sociaux qui se font, certes à petits pas, mais assurément. Fanny Roy, coordonnatrice générale de la maison et de l'Avenue d'Ariane, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Le CIS des Laurentides et Écoute Agricole ont uni leurs ressources dans la création d'un balado. Oui, Claude, c'est une série de 5 épisodes sur la santé psychologique des acteurs du milieu agricole qui s'appelle « Éclaire-moi sur la résilience des agriculteurs ». Ça a été créé en collaboration entre l'organisme Écoute Agricole qui offre des services d'accompagnement psychosocial aux acteurs du milieu agricole dans la région depuis 10 ans et le CIS des Laurentides. Aussi, c'est le réseau d'éclaireurs en santé psychologique qui est derrière tout ça. Alors, rappelez-nous quel est son rôle à ce réseau d'éclaireurs. C'est un service qui a été mis en place dans toutes les régions du Québec à la suite de la pandémie de COVID-19 pour répondre aux besoins grandissants en santé mentale. La mission de ce réseau est de faire de la promotion, de la prévention au niveau de la santé psychologique, abordée toujours de façon positive. Ça peut être sous la forme d'ateliers ou alors dans des formations. On écoute à ce sujet Yves Deschamps, qui est animateur du balado et intervenant psychosocial au réseau d'éclaireurs en santé psychologique du CIS des Laurentides. C'est pour devenir plus vigilant dans notre vie de tous les jours, pour que les gens puissent être capables de détecter des signes de détresse psychologique chez les gens autour d'eux et de les référer et de les écouter.
Et bon, Clara, dans ce cas-ci, on parle de la communauté agricole. Alors, de quel sujet est-il question dans ce balado? Il est question de la conciliation, travail, loisirs et vacances, des conflits familiaux, de la relève et des façons de prendre soin de soi dans un mode de vie très chargé. Ce sont des sujets qui ont été choisis avec des groupes de consultation d'agriculteurs. Dans chaque épisode, des producteurs agricoles des Basses-Laurentides sont reçus pour témoigner et une travailleuse de rang, soit une intervenante formée spécifiquement pour comprendre les réalités du milieu agricole, intervient aussi dans la conversation. Même si le balado parle d'agriculture, M. Deschamps pense qu'il peut rejoindre tout le monde. Il nous parle ici du défi que constitue la reprise de la ferme familiale. Bien, il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui vivent aussi la même chose sans nécessairement être un milieu agricole. Donc, il y a des gens qui ont peut-être acheté une entreprise de leur père, de leur grand-père, de leur mère, de leur grand-mère, qui vont se retrouver en disant « Hey, nous autres non plus, ça n'a pas été facile, la succession de l'entreprise. » Quelles sont les stratégies qui sont mises en place par les producteurs agricoles qui peuvent peut-être en inspirer d'autres? Dans ce balado, les agriculteurs et agricultrices partagent leurs trucs et astuces. Ça revient beaucoup à la communication. Planifier aussi dans sa routine des petits moments pour soi, même si ils sont courts et que l'horaire est chargé. Ça peut être des cours de yoga, par exemple, des activités où ils sortent de la maison. C'est quelque chose qui revient souvent. Aussi, l'importance d'avoir un réseau à l'extérieur du milieu agricole pour pouvoir se changer les idées. En tout cas, M. Deschamps pense que les agriculteurs auront du plaisir à découvrir ce balado. On peut l'écouter. Les grosses périodes de travaux arrivent puis qui sont dans les tracteurs. Mais il y a beaucoup d'agriculteurs qui écoutent des balados. Fait qu'on trouvait ça vraiment intéressant d'en faire un pour les rejoindre puis qu'ils puissent écouter. Puis quand c'est moins facile d'entendre, bien qu'ils sont pas tous seuls. Voilà, Claude, le balado Éclaire-moi sur la résilience des agriculteurs est disponible sur le site Internet du CIS des Laurentides ainsi que sur la plateforme Spotify. Merci, Clara. On se revoit demain. Au revoir, Claude. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission La Tablée politique suit à l'instant. Je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.